Combien de fois as-tu eu l'impression que la vie avançait, mais que toi, tu restais immobile? Tu te réveilles, tu travailles, tu survis, mais à un moment sur le chemin, tu as cessé de vraiment vivre. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y es habitué. Tu t'es habitué à ce vide silencieux à l'intérieur, qui ne fait pas assez mal pour te faire tomber, mais qui ne te pousse pas non plus à avancer, avec une évolution qui se produit chez tout le monde, sauf chez toi. Mais écoute bien ceci, rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. La véritable transformation ne vient pas de phrases toutes faites, ni de promesses prononcées au nouvel an. Elle naît au fond de l'âme, elle naît quand tu choisis d'agir autrement, même si tout autour de toi reste exactement pareil. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 leçons stoïciennes qui n'ont pas été créées pour t'amuser. Elles ont été faites pour te confronter, pour enlever la poussière de tes yeux, restaurer ta clarté et te rappeler la force qui existe encore en toi. Si tu sens que ce moment est arrivé, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je change sans faire de bruit ». Et prépare-toi car quand ta conscience s'éveille, elle n'accepte plus de vivre une vie qui semble juste aux yeux des autres, mais qui n'a aucun sens pour toi. On commence. 1. Tu ne changes pas ta vie à l'extérieur si tu restes en désordre à l'intérieur. Combien de fois as-tu essayé de réparer le monde autour de toi, alors qu'en réalité, ce qui avait besoin d'ordre, c'était ton monde intérieur. Tu changes d'environnement, tu quittes ton emploi, tu démarres une nouvelle routine. Mais si ton esprit reste désorganisé, le chaos ne fait que changer de décor. Le schéma se répète, car le vrai problème n'a jamais été à l'extérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Autrement dit, ce n'est pas la vie qui pèse, c'est la manière dont tu l'interprètes. Ton esprit fonctionne comme un projecteur. Il ne reflète pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es à l'intérieur. S'il y a de la confusion, tu vois une menace. S'il y a de la peur, la moindre critique te blesse. S'il y a du manque, chaque silence semble un rejet. Tu crois réagir à la réalité, mais en fait, tu ne fais que répondre à l'histoire que tu as toi-même construite. Fais cet exercice stoïcien, maintenant. Pense à une situation réelle. Quelqu'un qui t'a ignoré, une erreur que tu as commise, une faille qui te poursuit. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que c'était vraiment si grave? Ou est-ce mon esprit qui a tout amplifié? Nietzsche a écrit « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Et cela peut être inconfortable, mais c'est aussi libérateur, parce que si la douleur est née de l'interprétation, la guérison commence quand tu changes ton regard. Ne vis pas avec les yeux salis par les douleurs du passé. Ne réagis pas comme quelqu'un qui marche dans le noir en oubliant qu'il porte une lampe de poche dans sa poche. Cette lampe porte un nom, la conscience. Et elle s'allume avec des gestes simples, avec des questions sincères. Est-ce que je vois avec clarté ou avec peur? Cette réaction me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je veux devenir? Chaque fois que tu choisis la lucidité au lieu de l'impulsion, un verrou intérieur se déverrouille. Et quand tu répètes cela jour après jour, quelque chose de magique se produit. La clé commence à tourner. Et c'est là que tu cesses d'attendre que le monde change, et que tu décides enfin de changer le monde qui existe en toi. 2. Arrête de porter des mots qui ne te définissent pas. As-tu déjà été blessé par une phrase apparemment banale? Un commentaire lancé à la volée, un regard en biais, un silence qui ressemblait à du mépris? C'est étrange comme certains mots minuscules provoquent des blessures immenses. Ce n'est pas la force de l'offense qui fait mal, c'est l'endroit exact où elle frappe. C'est là où tu es encore vulnérable, là où quelque chose en toi n'a pas encore guéri. Sénèque disait « L'offense n'a pas d'existence propre, elle ne fait mal que si tu décides de l'accepter. » Imagine que quelqu'un écrive quelque chose de cruel, le glisse dans une enveloppe et te l'envoie. Mais quand cette lettre arrive, tu as deux choix, l'ouvrir et laisser son contenu empoisonner ta paix, ou la renvoyer à l'expéditeur, sans lire, sans absorber, sans porter. La plupart des gens ouvrent, lisent, gardent et portent cela pendant des jours, des semaines, voire des années, comme si cette phrase définissait qui ils sont. Mais ce n'est pas le cas. L'offense est comme un contrat. Elle ne prend effet que si tu signes. Fais maintenant cet exercice stoïcien. Souviens-toi d'un moment récent, peut-être un déjeuner en famille, où quelqu'un a lancé ce commentaire ironique typique sur tes choix. Tu es encore dans cette phase?
avec ce ton de celui qui pense savoir mieux, de celui qui te juge de l'extérieur sans avoir la moindre idée de ce que tu vis à l'intérieur. Le commentaire était court, mais il a résonné longtemps. Tu t'es refermé, tu n'as plus profité de rien. Tu es rentré chez toi en portant cela comme si c'était une vérité. Mais, et si tu voyais les choses autrement? Et si tu te disais, avec fermeté, cela en dit plus sur lui que sur moi? Parce que celui qui attaque, critique, rabaisse, ne fait que révéler son propre déséquilibre. L'autre ne décrit pas qui tu es, il projette ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin d'absorber, et surtout, tu n'as pas besoin de porter. Virginia Woolf a écrit « On ne peut pas trouver la paix en évitant la vie. Et cela vaut aussi pour les offenses. Tu ne trouveras pas la paix en essayant d'éviter d'être critiqué, tu trouveras la paix en décidant de ce qui mérite ton énergie. Ta dignité n'est pas négociable. Ton âme n'est pas une décharge d'émotions toxiques et ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Mais pour protéger tout cela, il faut une force rare. La force de ne pas réagir par impulsion, la force de respirer profondément et de continuer léger, la force de lâcher, sans haine, ce qui ne t'a jamais appartenu. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser, ne te demande pas seulement « Pourquoi cela m'a fait mal ?» Demande-toi avec lucidité « Cette douleur est-elle vraiment à moi ? Ou est-ce que je réagis avec une blessure d'un autre temps ?» Tu n'as pas besoin de devenir une pierre, mais tu peux, oui, apprendre à ne plus en porter aucune. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'arrête de porter ce qui ne m'appartient pas. » Parce que la véritable liberté commence quand tu laisses tomber ce qui n'a jamais été à toi et que tu choisis d'avancer les mains et le cœur légers. 3. Le silence est une force déguisée en calme. As-tu déjà ressenti cette urgence de t'expliquer, de justifier chaque attitude, de répondre à chaque critique, de prouver que tu as raison? C'est comme si le silence était une défaite, comme si, en ne répondant pas, tu perdais quelque chose. Mais la vérité est tout autre. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience, n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise. Musonius Rufus, maître d'Épictète, enseignait « La parole doit être comme une épée dans son fourreau, aiguisée mais contenue. » Mais la plupart des gens vivent l'épée à la main, prêts à couper, à réagir, à gagner des disputes qui ne valent pas la paix qu'on y perd. Ils veulent avoir raison, même si le prix à payer, c'est de perdre leur équilibre intérieur. Mais le stoïcisme propose une autre voie. Tout ce qui te touche ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas de scène. Toute critique ne mérite pas d'écho. Pense à cette situation. Lors d'une discussion entre amis, quelqu'un te critique brutalement, te provoque sous l'effet de l'émotion. Ton esprit hurle pour répondre. Ta fierté réclame une revanche. Mais quand tu cèdes, que se passe-t-il? Tu perds du temps, de l'énergie, et tu t'éloignes de la personne que tu veux devenir. Parler est un réflexe, se taire est un choix. Et pas n'importe quel choix, c'est une force raffinée. C'est comme un bambou qui plie sous le vent sans casser, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il comprend que résister à tout n'est pas sagesse, c'est obstination. Le vrai silence n'est pas vide, c'est de la lucidité, la suspension de l'ego. Quand tu ne réponds pas par vanité, par peur, par insécurité, quand tu comprends que celui qui est en paix n'a rien à prouver. Et il y a plus de puissance dans cela que tu ne l'imagines. Parce que le silence révèle aussi, quand tu ne rends pas les coups, l'autre se retrouve face à son propre poison. Quand tu n'alimentes pas le jeu, il perd son sens. Quand tu ne cries pas, ta maturité crie pour toi. Mais attention, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. C'est se dire à soi-même, je pourrais répondre, mais je ne sacrifierai pas ma paix pour ce qui ne m'élève pas. Le vrai stoïcien ne réagit pas. Il observe, il comprend, puis il choisit. Et parfois, le choix le plus puissant, c'est de rester silencieux. Non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a déjà compris ce qu'il vaut la peine de préserver. Rainer Maria Rilke a écrit « Le silence est quelque chose qui pousse en nous comme un arbre. Il a besoin de racines. Et plus tu enracines ce silence, moins tu te laisses ébranler. » Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te faire sortir de ton centre, ne réagis pas immédiatement. Respire et ressens la force de ne rien avoir à prouver, car tu t'es déjà vaincu toi-même. 4. L'esprit incontrôlé est ton pire ennemi. Parfois, c'est comme s'il y avait une guerre à l'intérieur de toi. Une partie veut rester calme, l'autre veut crier, une veut fuir, l'autre sait qu'elle doit rester.
Cette bataille intérieure n'est pas une faiblesse, c'est un signe de conscience. C'est ton côté lucide qui essaie de reprendre la barre avant que le chaos ne prenne le contrôle. Zénon, fondateur du stoïcisme, disait « La plus grande victoire est sur soi-même, car conquérir le monde est facile pour celui qui n'a jamais essayé de maîtriser sa propre colère, son angoisse, l'impulsion d'abandonner tout simplement. Maintenant, pense à une situation réelle. Tu reçois une critique injuste au travail. Aussitôt, ton esprit s'emballe. On m'attaque. On ne reconnaît pas mes efforts. On me dévalorise toujours. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, l'émotion a déjà pris le volant. Tu agis sous l'impulsion, et les dégâts arrivent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que ce qui blesse, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est ce que tu as conclu de ces mots. C'est ce que cette phrase a touché en toi. Aucun mot ne te blesse de l'extérieur vers l'intérieur. Il fait mal parce qu'il trouve une blessure encore ouverte à l'intérieur. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas pour te rendre froid, mais pour t'apporter de la clarté émotionnelle. Pour t'apprendre que dominer la tempête, ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, mais apprendre à le conduire. Comme on apprivoise un cheval sauvage, avec fermeté, sans violence. La colère a une voix. La précipitation crie, la peur chuchote. Mais celui qui choisit la direction, c'est toi. Chaque fois que tu respires avant d'agir, chaque fois que tu choisis la pause avant l'explosion, tu renforces ce muscle invisible qu'est l'autocontrôle. Imagine ton esprit comme une table de contrôle. Face à chaque déclencheur, les boutons clignotent en rouge, explosent, fuient ou ripostent. Mais tout au centre, il y a un bouton silencieux, presque oublié, avec un seul mot, observer. C'est ce bouton que le stoïcien apprend à activer parce qu'il a compris une vérité profonde. Ce n'est pas la première pensée qui définit qui tu es, c'est la seconde. Celle qui arrive quand la poussière est retombée et que la conscience reprend le poste de commandement. Sénèque a écrit « Plus tu as de pouvoir sur toi-même, moins le chaos a de pouvoir sur toi. » Et le chaos viendra, les critiques viendront, les moments difficiles ne cesseront jamais. La question est, vas-tu continuer à être emporté par la vague ou vas-tu enfin apprendre à ramer? Se dominer soi-même, c'est comme dresser un animal sauvage. Au début, il résiste, il crie, il se débat, mais avec la répétition, il apprend, et ton esprit aussi. Il apprend qu'il ne commande plus. Il apprend que celui qui répond désormais, ce n'est plus l'impulsion, c'est ta conscience. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de ramer, pas de réagir. Cette phrase est ton nouveau manuel de commande, parce que la tempête passera. Mais celui qui tient la barre à partir de maintenant, c'est toi. 5. Si tu dis oui à tout, il ne restera bientôt plus rien de toi. Il y a des gens qui passent leur vie à dire oui pour plaire, pour éviter les conflits, pour être acceptés. Et ensuite, ils se demandent « Pourquoi suis-je si épuisé? Pourquoi est-ce que je me sens utilisé, amer, invisible ?» La réponse est simple et difficile à entendre. Celui qui ne fixe pas de limites devient un territoire sans frontières. Et le monde, lui, n'a pas de frein. Il entre, il prend place, il exige, il s'impose, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi dans ta propre vie. Tu acceptes des services que tu ne veux pas rendre. Tu fais semblant d'aller bien alors que tu es brisé. Tu tolères des conversations qui te vident, juste pour ne pas paraître impoli. Tu avales des mots, tu ravales des envies, tu retiens ta colère. Mais pendant que tu t'efforces d'éviter un conflit à l'extérieur, tu déclenches une guerre silencieuse à l'intérieur entre ce que tu ressens et ce que tu autorises. Confucius disait « Si tu ne te respectes pas, personne n'apprendra à te respecter ». Cette phrase est un avertissement et un miroir. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être clair. Tu n'as pas besoin de devenir une pierre, mais il faut arrêter d'être un chiffon. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est apprendre à dire avec calme et fermeté « Je ne suis pas disponible en permanence. Je n'accepte pas d'être envahi émotionnellement. » Le non que tu évites à l'extérieur devient rancœur à l'intérieur. Et le oui prononcé avec un corps tendu, une colère contenue, une âme silencieuse, c'est celui-là qui fait le plus de mal. Alors pratique dès maintenant. Choisis une situation simple, un message, une demande, une pression déguisée, et dis non, avec respect, mais avec fermeté. Et observe comment ton corps réagit, comment ton énergie change. C'est la première pierre de la reconstruction. Maintenant,
écris. Mais pas ici. Écris à la main sur un papier. Colle-le sur ton miroir, sur ta porte, dans ton portefeuille, où tu veux. Mais écris-le comme on fait un pacte avec soi-même. Mon espace a de la valeur. Mon temps a un prix. Et j'en suis le gardien. Car celui qui apprend à protéger son propre territoire ne se sent plus jamais perdu dans sa propre vie. 6. Les pensées ne sont pas inoffensives. Elles prennent racine en toi. As-tu déjà remarqué comment certaines pensées reviennent comme des fantômes? Une phrase cruelle que quelqu'un t'a dite il y a des années, un souvenir qui aurait déjà dû cicatriser, une peur qui ne s'est jamais réalisée, mais qui insiste pour revenir comme si elle était vraie. Ces pensées sont comme des visiteurs indésirables. Elles frappent à la porte de ton esprit, et si tu les invites à entrer, elles ne se contentent pas de rester. Elles redécorent la maison, changent les meubles et occupent les meilleures pièces de ta paix. Marc Aurèle a écrit « L'âme devient ce qu'elle contemple ». Autrement dit, ce que tu regardes trop longtemps, ce que tu nourris, façonne qui tu es. Si tu passes ton temps à te critiquer, tu commences à vivre contre toi-même. Si tu cultives la peur, tu bloques même ce qui était simple. Si tu penses à l'erreur, tu revis la culpabilité. Si tu penses à l'absence, tu oublies la présence. Tu appelles cela de la réflexion, mais en réalité, tu es en train d'arroser la blessure avec de la culpabilité, de la peur et du doute. Et ce qui est arrosé pousse. Fais cet exercice stoïcien maintenant. Observe une pensée négative revenue aujourd'hui, puis réponds avec clarté. Est-elle réelle? Est-elle utile? Te renforce-t-elle ou t'affaiblit-elle? Car les pensées ne sont pas neutres, ce sont des graines. Et l'attention que tu leur donnes est l'eau qui les fait s'enraciner. Le résultat? Tu commences à douter de toi, à voir le monde à travers un filtre de peur, à prédire l'échec avant même d'avoir essayé. Et le pire, tu ne te rends même pas compte que tu nourris ton propre ennemi. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes pensées sombres, mais il t'apprend à choisir, lesquelles tu laisses grandir, lesquelles tu arraches à la racine. Pense à ton esprit comme à une serre. Tout ce que tu y laisses entrer a une chance de fleurir. Si tu plantes la comparaison, tu récoltes la frustration. Mais si tu plantes le courage, même avec la peur, tu récoltes le dépassement de soi. Surveiller ton esprit est un acte d'amour envers toi-même. C'est regarder une pensée destructrice et dire « tu n'habiteras pas ici ». Quand cette voix viendra chuchoter « tu n'es pas capable », remplace-la par « je suis encore en train d'apprendre ». Quand surgira le « j'échoue toujours », réponds avec fermeté « je suis en construction ». Ces phrases ne sont pas des phrases toutes faites, ce sont des ponts entre celui que tu as été et celui que tu peux devenir. Sénèque a écrit « c'est le pouvoir de l'esprit et non les circonstances qui déterminent notre bonheur. Et ce pouvoir est entre tes mains. Respirer au lieu de sombrer, observer au lieu de réagir, rediriger au lieu de répéter. Tu n'as pas besoin de contrôler tout ce que tu penses, mais tu dois cesser de nourrir ce qui t'affaiblit. Et c'est le début d'un nouveau cycle, où ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient le terreau fertile d'une vie plus légère, plus lucide et plus vraie. 7. Toute présence n'est pas amour. Certaines ne font que drainer ton âme. T'est-il déjà arrivé de quitter une conversation en te sentant vidé alors que tu avais à peine parlé? D'être proche de quelqu'un et au lieu de te sentir vu, avoir l'impression de disparaître de l'intérieur? Comme si, sans t'en rendre compte, une partie de toi était restée derrière. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est ton corps qui essaie de protéger ton âme. C'est ton énergie qui te prévient. Toute présence n'est pas une compagnie. Certaines sont une intrusion. Plotin disait « Tu ne peux pas purifier l'eau si la source reste empoisonnée ». Et c'est l'une des vérités les plus ignorées par ceux qui essaient de se guérir tout en restant entourés de ceux qui les rendent malades. Tu peux méditer, faire une thérapie, chercher la clarté, mais si tu continues à ouvrir ton cœur à ceux qui te vident, tous tes efforts seront comme remplir un seau percé. Fais un test stoïcien maintenant. Pense à une relation qui semble demander plus qu'elle n'offre. Tu envoies des messages, tu écoutes, mais quand tu as enfin besoin d'être entendu, on t'interrompt. Quand tu te montres vulnérable, on se moque. Et quand tu te tais, on te le reproche. Et alors, tu rentres chez toi avec ton corps entier, mais ton âme en morceaux. Ce genre d'usure ne crie pas, il murmure, sous forme de blagues qui blessent juste pour rire, de conseils empoisonnés, de silences qui te font douter de ta valeur. Et le pire,
Tu t'adaptes. Tu réduis ta lumière pour tenir dans l'ombre des autres, jusqu'au jour où tu regardes ton reflet et tu ne reconnais plus qui tu es. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais il enseigne une chose non négociable. La vertu a besoin de respirer et tu ne grandiras pas entouré de ceux qui t'étouffent. Tu n'as pas besoin de couper les liens avec haine, mais tu dois fermer certaines portes avec fermeté. Tu dois comprendre que l'amour de soi commence au moment où tu choisis d'arrêter de saigner pour ceux qui ne voient même pas qu'ils te blessent. Plotin revient comme un écho. Tant que la source est empoisonnée, tout effort de purification est inutile. Et la source, dans ce cas, ce sont les voix que tu as laissées s'installer en toi. Des voix qui jugent, qui vident, qui te persuadent de te taire, pour maintenir une paix qui n'a jamais été réelle. Ton âme est une maison sacrée, et tout visiteur ne mérite pas la clé du salon. Certains entrent et dérangent, d'autres cassent, et il y a ceux qui vident tout et repartent, emportant avec eux ta force, ta joie, ton essence. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la conscience de soi. Tu peux dire non avec respect, tu peux partir sans culpabilité, tu peux protéger ta lumière sans t'excuser d'avoir brillé trop fort. Parce que ta lumière n'est pas à débattre. Elle n'a pas été faite pour se rétrécir dans des relations étroites. Elle a été faite pour éclairer et non pour supplier qu'on lui laisse une place. 8. La moitié de ta vie t'échappe pendant que tu vis en pilote automatique. Tu es au travail, mais ton esprit est ailleurs. Tu es chez toi, mais tu rumines le passé. Tu reposes ton corps, mais tu portes l'anxiété de ce qui n'a pas encore été fait, toujours en train de courir, toujours absent. Lucain, un stoïcien à l'âme poétique, a écrit « L'espoir du futur et le souvenir du passé sont nos grandes voleuses du présent. Et le plus dangereux, c'est qu'elles volent en silence, avec douceur, pendant que tu crois être en train de vivre. Mais le passé est une photo qui a déjà perdu ses couleurs, le futur, une brume qui n'existe même pas encore. Seul le présent est réel. Seul le présent a du pouvoir. Et seul le présent peut être vécu. Tu peux avoir l'amour, la santé, la liberté, mais sans présence, rien de tout cela n'a de saveur. Car c'est l'attention qui donne une âme à l'expérience, c'est elle qui transforme un instant ordinaire en souvenir éternel. Le présent ne crie pas, il attend simplement. Il attend que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu regardes, que tu ressentes, que tu écoutes sans hâte et que tu vois sans distraction. Le stoïcisme n'a jamais été une fuite, c'est une plongée. C'est être pleinement là où la vie se déroule. Sans vertu, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, tu ne fais que répéter le chaos. Pense à cela. Cette conversation que tu n'as écoutée qu'à moitié, ce temps avec ceux que tu aimes, gâché par une tête ailleurs. Ce samedi de repos où ton esprit était déjà au lundi. Ces moments sont passés et tu n'étais pas vraiment là. Et ce qui n'est pas vécu se perd. L'esprit absent devient un champ de bataille, anxieux pour ce qui n'est pas encore arrivé, blessé par ce qui est déjà parti, incapable de remercier, de se reposer, d'être simplement. Imagine ta vie comme une flamme. Quand tu es présent, elle brille, mais quand tu t'absentes, elle s'éteint. Et dans l'obscurité, tu commences à chercher la lumière à l'extérieur, alors que tout ce dont tu avais besoin, c'était d'allumer le présent de l'intérieur. La présence est un choix. Elle se trouve dans la première pensée du jour, dans le café savouré lentement, dans le regard que tu vois vraiment, dans le toucher qui a une intention, et dans le silence qui devient un refuge. Le stoïcien vit ainsi, ni prisonnier du passé, ni entraîné par le futur, mais les pieds ancrés dans l'instant, agissant avec clarté, écoutant avec sincérité, vivant avec plénitude. Si tu sens que tu es en train de te perdre, arrête-toi. Ferme les yeux, respire, et ressens ton corps, le son, l'air, et la vie qui se déroule ici et maintenant. Car tout passe, mais ce qui est vécu avec présence reste, et cela se transforme en éternité à l'intérieur de toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être entier ». Cette phrase est plus qu'un geste, c'est un engagement de retour. C'est le moment où tu cesses de survivre en pilote automatique et où tu recommences enfin à vivre avec présence, avec âme, avec vérité. 9. Honore le corps qui te soutient. As-tu déjà remercié sincèrement le corps qui t'a accompagné dans tous tes jours difficiles? La poitrine qui a supporté l'angoisse sans s'effondrer, les jambes qui ont continué à avancer,
même quand tout en toi voulait s'arrêter, les yeux qui ont persisté à voir l'espoir, même à travers les larmes. Nous vivons à une époque qui célèbre la performance, mais méprise le repos, qui exige des résultats, mais ignore les signaux silencieux de l'épuisement. Nous traitons le corps comme une machine qui ne peut pas faillir. Mais il n'est pas une machine, c'est un temple. Et les temples ne fonctionnent pas sur la base de l'exigence, ils fonctionnent avec révérence. Cléante, successeur de Zénon, enseignait « La véritable discipline n'est pas une guerre contre le corps, mais un pacte d'harmonie entre lui et l'esprit. Il n'y a pas d'esprit fort dans un corps brisé, ni de corps fort qui résiste à un esprit en détresse. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des âmes brisées dans des corps qui fonctionnent en mode automatique, ou des corps au bord de l'effondrement, essayant de soutenir des esprits qui ont crié à l'aide depuis longtemps. Et là où il y a cette déconnexion, naît une souffrance invisible, celle que personne ne voit, mais qui ronge de l'intérieur. Pense aux signaux que tu ignores. Cette douleur insistante, cette fatigue chronique, cette tension qui revient chaque jour, rien de tout cela n'est un hasard. Ton corps ne t'attaque pas, il essaie de te protéger. Les symptômes ne sont pas des ennemis. En vérité, ce sont des alarmes et des appels à l'aide. Tu exiges de la concentration, de la présence, de la clarté, mais tu offres à ton corps des restes d'énergie, un sommeil fragmenté, une alimentation précipitée et des exigences infinies. Puis, lorsqu'il s'arrête, tu appelles cela de la faiblesse. Mais ce n'est peut-être pas de la faiblesse, peut-être seulement de la négligence accumulée. Le stoïcisme ne sépare pas le corps et l'âme. Il comprend que le soin de soi n'est pas de la vanité, c'est une stratégie de survie, parce qu'il n'y a pas d'épée bien affûtée sans un bras solide pour la tenir. Et voici une question que personne ne pose. Ton corps est-il ton allié ou ton otage? Tu t'entraînes pour te renforcer ou pour fuir une douleur intérieure? Tu te nourris pour te nourrir ou pour te punir? Tu te reposes par respect ou seulement quand tu t'effondres? Les excès du corps cachent souvent des douleurs de l'âme. Et le corps, lorsqu'il est honoré, se transforme, de poids en force, d'outil en partenaire, d'otage en refuge. Aujourd'hui, fais une pause. Demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui en moi a besoin de s'arrêter? Qu'est-ce qui en moi veut recommencer? Peut-être un étirement, un sommeil sans culpabilité, un repas sans précipitation, une respiration consciente. Choisis une action qui honore le corps qui te porte et engage-toi à prendre soin de toi, entièrement, sans division. 10. Arrête de demander la permission de vivre. As-tu déjà renoncé à faire quelque chose en quoi tu croyais, simplement par peur de ce que les autres allaient penser? As-tu déjà camouflé ton opinion juste pour mieux t'intégrer? Et combien de fois as-tu cessé d'être toi-même, simplement pour ne pas déranger? Tu ajustes tes gestes, tes paroles, tes décisions, et tu ne réalises même pas que, à chaque concession, tu t'éloignes de toi-même. Cette prison est invisible, mais bien réelle, et elle naît de la dépendance à l'approbation. Chiron de Sparte, un stoïcien peu cité mais d'une lucidité profonde, nous confronte avec une question qui tranche comme une lame. Combien de temps encore vas-tu retarder ta grandeur en attendant d'être accepté? La recherche d'acceptation est humaine, mais vivre en fonction d'elle, c'est attendre que l'autre te dise ta valeur, au lieu de la construire en toi. Le stoïcisme nous enseigne que notre dignité ne peut pas être entre les mains de quelqu'un d'autre, que notre paix ne doit pas dépendre du climat émotionnel des autres, et que la valeur de tes choix réside dans ta vertu, pas dans les applaudissements qu'ils provoquent. Tu peux être célébré par tous et te sentir vide, ou être incompris, et avancer quand même avec fermeté. Fais cet exercice maintenant. Repense à toutes ces fois où tu as avalé ton opinion, à ce « oui » que tu as prononcé, alors que tu voulais dire « non », ou à cette insécurité qui t'a poussé à te cacher. Observe à quel point tu t'es trahi et combien cela t'a coûté. Celui qui vit pour l'approbation vit en négociant avec la peur. Aujourd'hui, c'est le patron, demain le partenaire, puis les abonnés. Et sans t'en rendre compte, ta vie est devenue une scène, belle à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Mais il y a un point de rupture et il commence par le courage de te choisir, non par orgueil, mais par intégrité. Le courage de soutenir ta propre voix même si elle tremble, de suivre ton propre chemin, même s'il n'est pas applaudi. Imagine un arbre au milieu de la forêt.
Il ne se courbe pas pour plaire. Il pousse dans la direction de la lumière qu'il sent être la sienne, sans jamais demander la permission. L'arbre ne cherche pas les applaudissements, il cherche des racines, et c'est pour cela qu'il fleurit. Toi aussi, tu es fait pour grandir. Mais grandir exige du risque, demande de lâcher prise sur l'opinion des autres, et t'oblige à arrêter de demander si tu peux, pour simplement commencer à être. La véritable admiration naît quand tu n'en as plus besoin, parce que celui qui vit avec vérité dégage quelque chose de rare, une force qui se ressent, une présence qui ne dépend de la permission de personne. Alors arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, pour combien de regards as-tu repoussé ton authenticité? Pour combien d'opinions as-tu caché ta grandeur? Aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je choisis ma vérité ». Cette phrase n'est pas juste un choix. C'est un point final à la peur, au doute et au besoin de rentrer dans le moule. Désormais, tu ne te courbes plus. Tu grandis avec courage, avec clarté et avec intégrité. Si tu es arrivé jusqu'ici, aime cette vidéo, commente et partage avec quelqu'un qui est lui aussi sur le chemin du progrès. Merci d'avoir regardé.